récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jean-Pierre Barbier, le président LR du conseil départemental de l'Isère, et Jean-Marie Bernard, son homologue du département des Hautes-Alpes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Réunis jadis au sein de la province du Dauphiné, leurs territoires sont aujourd'hui séparés dans deux régions différentes. Ça n'empêche pas l'Isère et les Hautes-Alpes d'avoir bien des points en commun, des routes et des montagnes bien sûr, mais aussi des problématiques similaires, au point que régulièrement certains proposent un mariage entre les deux conseils départementaux. D'ailleurs, à quoi servent encore les départements ? Ils sont les garants de la proximité et de la solidarité. C'est ce que nous répondrons, j'en suis sûr, en chœur, nos deux invités, Jean-Pierre Barbier et Jean-Marie Bernard. En Isère, nos téléspectateurs vous connaissent bien. Jean-Pierre Barbier, à la tête du département, conseiller départemental du canton de la Bièvre, ancien député de la 7e circonscription et pharmacien de profession. On connaît un peu moins votre homologue des Hautes-Alpes. Alors vous avez été, Jean-Marie Bernard, le maire de Dévoluy. Alors pour vous faire plaisir, on a trouvé quelques images de super Dévoluy, que, évidemment, tous les amateurs de ski connaissent bien. C'est une commune nouvelle. C'est une commune nouvelle depuis le mois de janvier 2013. Après les fusions de plusieurs communes. 4 communes. Vous êtes le conseiller du canton depuis 1994, c'est le canton de Veynes, et au fauteuil de président du département. Vous avez été élu face au maire de Gap, qui est aussi un élu de droite. Ben oui, c'est les hasards de la politique et... Cette élection en 2015 s'est passée comme ça, où une majorité... C'était un chamboulement parce que pour la première fois dans l'histoire des départements, les conseils, les élus de cette assemblée étaient renouvelés en totalité. Auparavant, on renouvelait la moitié des conseillers généraux tous les 3 ans. Je veux dire, les traditions ont perduré, mais là, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un renouvellement très important, surtout avec l'entrée de 15 femmes dans une hémicycle de 30 conseillers départementaux. Et sur les 30 élus du département, en fait, on s'est retrouvé 5 ou 6 anciens conseillers généraux. Et donc, il a fait un vrai bouleversement. Et donc, une nouvelle équipe. Et puis, donc j'ai été élu président avec le soutien des voix de gauche qui, à l'époque, ont considéré que je représentais mieux le territoire et l'ensemble du territoire plutôt que le maire de Gap, qui était essentiellement le maire de Gap. Oui, c'était un peu les élus de la ruralité contre les élus de la grande agglomération gapençaise. Vous vous êtes retrouvés l'un et l'autre cette semaine à Grenoble à l'occasion d'un comité de pilotage destiné à évoquer la circulation sur la nationale 85 et sur la départementale 1075, qui sont les deux grandes artères entre les deux départements. On en parlera un petit peu plus tard. Avant ça, question un peu provocante, je le disais en introduction. Est-ce que les départements servent encore à quelque chose ? On a d'un côté ces immenses régions très puissantes, de l'autre ces métropoles, ces agglomérations qui prennent de plus en plus de place. Le département, il est un peu coincé entre les deux, non, Jean-Pierre Barbier ? Oui, je crois que les départements sont sortis renforcés de la réforme territoriale, de vouloir faire de grandes régions, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes ou comme la région de mon voisin, on fait des mastodontes. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'Autriche, c'est 7,5 millions d'habitants. Comment voulez-vous gérer des compétences de proximité ? Les départements, ne l'oublions pas, c'est 2 piliers. Solidarité territoriale et solidarité sociale. Solidarité territoriale, les départements, on est les premiers partenaires des communes. On leur apporte une aide dans leur réalisation. Le département, on crée le lien, soit avec le THD, soit avec les routes. On l'a vu avec mon voisin des Hautes-Alpes quand il a fallu intervenir sur le Chambon. Tout ça, c'est les solidarités territoriales. Et puis à côté, on a les solidarités sociales, les personnes au RSA, les personnes âgées, les personnes handicapées, l'enfance en danger. La proximité, c'est quelque chose d'important pour les départements. C'est aussi des budgets. Le département d'Isère, c'est 1,5 milliard de budget, 800 millions pour les solidarités sociales, 400 millions pour les solidarités territoriales. Je crois qu'aujourd'hui, la réforme territoriale, telle qu'elle a été conçue, renforce grandement les départements qui maintenant doivent s'organiser dans ces grandes régions. Un département de 1 300 000 habitants en Isère, 140 000 dans les Hautes-Alpes. Est-ce qu'un département à part entière a encore une raison d'être ? Je veux dire encore plus que dans le département de l'Isère, parce que pour 140 000 habitants, ils sont disséminés sur un territoire qui est quasiment aussi grand que le département de l'Isère, en superficie.
On a besoin de cette proximité et on a besoin, on le voit tous les jours dans les actions qui sont les nôtres sur les services sociaux, Jean-Pierre Barbier vient de le rappeler, les services à la population, la proximité, c'est essentiel et nous avons les capacités de faire ça. Nous sommes implantés dans les territoires, on ne peut pas faire dans un territoire rural plus de 20 ou 30 km sans rencontrer une maison des solidarités, une antenne technique pour gérer les routes. Et tout ça, nos concitoyens, ils savent le travail que l'on fait, ils savent à quoi on sert tous les jours dans ces domaines-là. Et puis vous avez aussi dit quelque chose d'important quand on parle de métropole et de métropolisation. Au début, la métropolisation, les métropoles, c'était 3 ou 4, les métropoles européennes. La loi MAPTAM a voulu faire en sorte qu'on ait 22 métropoles. Pourquoi pas ? On a créé un nouvel échelon. Mais au-delà de ces métropoles qui se développent, enfin, quand on parle surtout celle de Lyon aujourd'hui, quand ces métropoles se développent, elles aspirent tout. Elles aspirent l'économie, elles aspirent l'emploi, elles aspirent les services, elles aspirent la santé. Et qui est-ce qui va être en charge de l'aménagement de ces territoires périurbains, si ce n'est les départements ? Alors il y a également un autre sujet, vous parliez de politique sociale, il y a un autre sujet qui relie l'Isère et les Hautes-Alpes, c'est l'accueil des mineurs isolés. Alors il relève pour une bonne part des départements. Alors là on parle de la vague migratoire, de ces jeunes migrants qui passent la frontière italienne pour ce qui nous concerne, et qui, du fait de leur minorité, sont à la charge des départements. Là, la problématique est la même, Isère et Hautes-Alpes. Oui, c'est un vrai problème. En fait, on nous a mis sur le dos cette problématique, mais parce qu'on est dans nos compétences fondamentales, on a la charge de la protection de l'enfance. Donc, à ce titre-là, les mineurs, ce qui était un petit problème il y a quelques années, est devenu un phénomène international. Et aujourd'hui, on a quand même toujours cette charge. C'est quoi la situation dans les Hautes-Alpes ? La situation, c'est l'année dernière, nous avons accueilli, 1500 mineurs non accompagnés dans le département. 1500. J'ai dépensé 2,5 millions d'euros, alors que 2 ans avant, on dépensait 100 000 euros. Vous avez été obligé d'embaucher même, je crois, pour traiter les demandes. Oui, mon service de protection de l'enfance, c'est quelques personnes, moi, dans le département pour 140 000 habitants. Du fait de cet afflux d'étrangers, de mineurs étrangers, nous avons été obligés de faire face à la demande pour pouvoir solutionner cette problématique. Parce qu'on est chargé de leur accueil, du premier accueil de ces mineurs. On est chargé de leur évaluation. Et savoir s'ils sont mineurs ou pas. Pour savoir s'ils sont mineurs ou pas. Mais tout ça prend du temps. Et derrière, après, il y a l'État, par l'intermédiaire du procureur de la République, qui fait des orientations de ces mineurs. Mais tout ça représente d'abord une charge matérielle qui est pour moi, qui est insupportable. Je n'ai pas des locaux, enfin, on ne peut pas du jour au lendemain décider de mobiliser des locaux. Moi, je n'ai pas des locaux pour accueillir des centaines et des centaines de personnes sur une durée que je ne maîtrise pas. Donc, c'est un vrai problème. Alors, on est bien conscient que ce rôle-là, des départements, on veut bien le jouer, mais quand même, l'État et le Premier ministre nous ont dit on compte sur vous pour faire cette mission-là. Mais c'est nous qui allons prendre en charge les frais que vous engagez. Bon, ça, c'est une promesse du mois de septembre. C'est arrivé ou pas ? Ça, c'est une promesse qui, pour l'instant, n'est pas tenue. Parce que le Premier ministre nous a dit ça au Congrès des départements de France au mois d'octobre à Marseille. Et aujourd'hui, on nous dit non, on est encore en train de discuter, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc non, aujourd'hui, la promesse, elle n'est pas tenue. Nous continuons à assumer cette responsabilité. Nous faisons en faisant exploser nos personnels presque, parce que moi je suis en relation avec ces personnes qui sont chargées de l'accueil des mineurs. Et j'y attache beaucoup d'importance parce que c'est une mission dont on ne peut pas s'écarter. Jean-Pierre Barbier, c'est 9 millions d'euros pour le département de l'Isère ? C'est beaucoup plus. Le département aujourd'hui dépense une vingtaine de millions d'euros pour les mineurs non accompagnés. Mais j'allais dire, au-delà du problème financier qui se pose dans les Hautes-Alpes et sur le département de l'Isère, on a un véritable problème humain. Le premier, c'est l'accueil. C'est le fait de déterminer si ces arrivants sont mineurs ou pas. On n'a pas les moyens de le faire, puisque c'est basé uniquement sur le récit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ces mineurs proviennent de zones qui ne sont pas en guerre. Aujourd'hui, beaucoup de mineurs proviennent d'Algérie, qui n'est pas un pays en guerre, et pour des motifs qui sont plus économiques qu'autre chose. Donc nous accueillons tout cela, et est-ce que le gouvernement, et ce à quoi ne répond pas le gouvernement, il y a l'aspect financier. On a un début de réponse, mais qui effectivement aujourd'hui n'est pas mis complètement en œuvre. Mais
Aujourd'hui, ces mineurs non accompagnés rentrent dans le dispositif de la protection de l'enfance, d'une manière générale. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous assumons parce que c'est notre compétence. La protection de l'enfance, on a parfois des mineurs qui sont placés sur ordonnance du juge. Nos services, compte tenu du fait que nous sommes débordés, toutes les places sont prises, ne peuvent plus placer des enfants qui sont sous ordonnance de placement. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est un vrai risque juridique pour nos services. C'est un vrai risque juridique pour les présidents de départements. Ce que nous demandions, nous, au gouvernement, c'est que, sur la politique migratoire, il s'en préoccupe de manière un peu plus précise et de savoir ce que l'on peut accepter. La deuxième chose, et je crois que c'était essentiel, c'est la création d'un fichier national. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mineurs qui arrivent sur le territoire national font tous les départements et peuvent se faire évaluer sur 5 ou 6 départements. Donc nous avons demandé la création d'un fichier national. Ça devrait être accepté. Et puis surtout, ce que nous demandons, enfin moi, ce que je demande, c'est que nous ne soyons pas dans l'obligation d'avoir le même traitement de ces mineurs que des mineurs qui se trouvent chez nous, dans des familles où les parents sont violents, parce qu'il y a une différence d'accompagnement qui devrait se faire naturellement. Mais ça, aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse, et malheureusement, parce que ça ne coûte rien. Allez messieurs, on avance un petit peu. J'évoquais tout à l'heure en introduction cette idée d'un mariage entre les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. On en entend régulièrement parler, ça revient. Vous avez d'ailleurs l'un et l'autre été à la manœuvre pour mettre en place des collaborations, des mutualisations. Certains disent que c'est une période de flirt avant le vrai mariage. Alors, c'est une bonne idée ou pas ce mariage? On rappelle que les Hautes-Alpes sont effectivement en Provence-Alpes-Côte d'Azur et que l'Isère est en Auvergne-Rhône-Alpes. Mariage ou pas mariage? Non, on n'est pas en train de parler de mariage, parce que ça implique des décisions importantes. Aujourd'hui, moi j'ai fait la connaissance de Jean-Pierre Barbier à l'occasion d'un mariage forcé sur le Chambon. Voilà, par exemple. Bon. Oui, la dot n'était pas formidable. Oui, et je vais profiter de cette visite aujourd'hui pour lui remettre quand même, et je le fais devant vos caméras, pour lui remettre la médaille, en termes de remerciement, la médaille d'honneur du département des Hautes-Alpes, parce que pour le travail que Jean-Pierre Barbier, le président, et son équipe du conseil départemental a fait sur le Chambon, essentiellement en direction des populations des Hautes-Alpes qui étaient vraiment touchées par ce problème-là. Donc là, Jean-Pierre, merci beaucoup, je suis honoré. Merci, c'est une surprise. La médaille du département des Hautes-Alpes, c'est une surprise. Beaucoup. Je n'étais pas au courant non plus. Félicitations, Monsieur le Président. Voilà, effectivement, le tunnel du Chambon, on va en parler plus tard. Voilà, c'est un axe important qui dessert notamment la Grave et Briançon de l'autre côté. Plus généralement, et on va en parler cet après-midi dans une réunion plus élargie, sur les relations routières et ferroviaires entre les deux départements, entre Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes et puis Provence-Alpes-Côte d'Azur, entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Donc on a beaucoup de points communs. On va faire le point sur ces liaisons-là. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, Monsieur le Président, c'est qu'est-ce qui empêche un département de 1 300 000 habitants de finalement s'entendre avec un département de 140 000 habitants? Qu'est-ce qui fait obstacle à une fusion, un rassemblement? Ce qui fait obstacle, il y a un peu l'histoire, même si on a eu un passé récent au travers du Dauphiné. Il y a des relations notamment entre le nord du département, en fait, tout ce qui est Gapençay au-dessus, avec le département de l'Isère, au travers de l'ancien Dauphiné. Mais depuis 50 ans, il y a des choses qui sont passées. Demain, pour valider le fait qu'on supprime un département, le département de l'Isère, on pourrait dire, vu de Gap, on pourrait dire, finalement, le département de l'Isère, il a perdu peut-être un peu la métropole. Reprendre le territoire des Hautes-Alpes avec 140 000 habitants, ça ne va pas changer fondamentalement son fonctionnement. Ça, c'est vrai. Ça mutualiserait les moyens. Mais ça, c'est surtout le petit département qui dit ça en direction du grand département. Bien entendu, nous, on n'aurait qu'à y gagner. Mais aussi, il faut tenir compte de la culture, de la vie aujourd'hui. Gap est une préfecture comme Grenoble. Demain, si je propose de supprimer la préfecture des Hautes-Alpes, même si le président Macron dit qu'on a droit à l'innovation et des choses comme ça, il faut un peu de temps. Par contre, ce qui est important pour moi aujourd'hui, et pour Jean-Pierre aussi, c'est que l'on fasse des choses ensemble et que sur des problématiques communes, par exemple la problématique des archives, où on a là un vrai motif parce que c'est mine de rien, ça n'est que des archives, mais c'est une responsabilité importante pour les départements.
c'est une obligation, c'est une compétence. Hein. Et puis 2, ça représente quand même quelque chose. Donc il y a vraiment des points sur lesquels on a des choses à faire ensemble et à mutualiser. Jean-Pierre Barbier, sur les archives, alors l'Isère va effectivement investir dans un nouveau bâtiment pour ses archives départementales et on va réserver quelques salles aux Hautes-Alpes, c'est ça? Alors, d'abord, je remercie Jean-Marie là, pour m'honorer de la médaille du département des Hautes-Alpes. C'est vrai qu'on s'est rencontrés au moment du Chambon. C'est vrai que le Chambon, c'était une compétence départementale de l'Isère, mais j'ai beaucoup apprécié, et je veux le remercier aussi, du soutien politique qu'il nous a apporté, parce qu'il faut se rappeler de ce qu'était le Chambon. C'était quand même le cordon ombilical entre l'Isère et les Hautes-Alpes, et qu'à partir du moment où tout ceci a été coupé, ça a été très difficile à gérer, et vraiment, ça a été une très très bonne collaboration. Alors après, c'est sûr, quand on connaît les gens, on commence à se dire, mais après tout, pourquoi pas aller un peu plus loin dans notre collaboration? Les obstacles, ils sont simples. D'abord, il faut que les esprits soient prêts, et aujourd'hui, je crois qu'ils ne le sont pas. On n'est pas dans les mêmes régions. On a encore des blocages. Enfin, on évoque le sujet des archives. C'est pas si simple. Les services, aujourd'hui, de la DRAC ne sont pas d'accord pour que le département de l'Isère accueille les archives des Hautes-Alpes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le département d'Isère investit 32 millions d'euros dans un bâtiment d'archives. On peut très bien accueillir les archives des Hautes-Alpes, ça ne pose pas de problème, on le ferait avec plaisir, chacun chez soi, avec les salles Hautes-Alpes dédiées. Il faut que l'administration soit d'accord. Et il faut qu'on arrive à mutualiser. C'est-à-dire on ne peut pas nous envoyer des messages innovés, faits, et à chaque fois que l'on veut faire quelque chose, on nous dit bah non, ça, c'est pas possible. Donc voilà, mais on est tout à fait prêt à collaborer. Moi, je suis sûr qu'on a, sur les aspects routiers, on a des enjeux communs. Il faut qu'on ait des positions politiques communes pour avancer. Les esprits ne sont pas encore prêts pour une fusion, j'entends bien. Bon, il faudrait aussi préciser quand même que les Hautes-Alpes seraient obligées de quitter la région PACA pour rejoindre la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou inversement d'ailleurs, ce qui est vraiment difficile politiquement. Il faudra dégager une majorité des 3/5. Pour ce qui nous concerne, il faudra parler au président Wauquiez, puisque je rappelle quand même que l'Isère représente à peu près le poids de l'Auvergne. Enfin, c'est pas à peu près, l'Isère, c'est l'Auvergne. Donc, s'il a gagné l'Auvergne d'un côté et qu'il perd l'Isère de l'autre, ça va peut-être... Ça risque d'accrocher, effectivement. Mais enfin, on a bien noté les mutualisations et on verra d'autres exemples concrets concernant les routes dans un instant. Un mot, puisqu'on parle d'aménagement du territoire, de la réforme constitutionnelle que le gouvernement est en train de préparer. Elle viserait notamment à réduire d'un quart à un tiers le nombre de parlementaires. C'est une proposition qui est très populaire auprès des Français. Aujourd'hui, il y a 2 députés dans les Hautes-Alpes, il y en a 10 en Isère. Est-ce qu'on pourrait perdre des députés dans ces départements sans perdre de la proximité avec son parlementaire? Bon, écoutez, moi je pense que ce qui est populaire un jour n'est pas forcément gage de sérénité pour l'avenir. Alors aujourd'hui, qu'on diminue le nombre de députés, bon, pourquoi pas? Mais quand on va passer de 577 à, je sais pas, à 400, est-ce qu'on rend service à la démocratie? Est-ce qu'on facilite le travail des députés? Moi, je n'en suis pas sûr. Ce que je vois, c'est que de 2 députés sur un grand territoire comme les Hautes-Alpes, on passerait probablement à 1 député. On peut dire que ce n'est pas grand-chose. Mais quand même, dans la relation de ce député, qui est le représentant de la population, de la démocratie, au Parlement à Paris, ben moi je pense que ça a de l'importance et qu'on ne rend pas forcément service à la démocratie en faisant ce type de manœuvre. Oui, la crainte, c'est effectivement que ce soit les territoires ruraux qui soient, une fois encore, défavorisés. Enfin, oui, je crois que la crainte, elle est double, parce que le Sénat représente les territoires. Donc il y a aussi une réforme du Sénat qui veut faire diminuer le nombre de sénateurs, donc les territoires seraient moins représentés. Sur l'Assemblée nationale, aujourd'hui, bien sûr que la proposition est populaire. On peut dire que le gouvernement, là, pour le coup, fait du populisme, parce qu'on dit le député coûte cher, il y a trop de députés, ce qui est faux d'ailleurs, parce que si vous comparez la France au Royaume-Uni, on a moins de députés. Ne comparons pas la France aux États-Unis, qui est un État fédéral. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a pas plus de parlementaires en France que dans n'importe quelle autre démocratie européenne. Ensuite, je crois que c'est populaire, c'est aussi dû à ce qui se passe aujourd'hui et qu'on constate. Quand vous avez un président de la République, mais ça dure depuis des années aussi, qui gouverne par projet de loi, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui propose les lois à l'Assemblée et l'Assemblée ne fait que valider des projets de loi gouvernementaux. Quel est l'intérêt d'avoir une Assemblée nationale? Quand un gouvernement gouverne par décret, quel est l'intérêt d'avoir une Assemblée nationale? Quand un gouvernement gouverne par ordonnance, quel est l'intérêt d'avoir une Assemblée nationale? Donc si vous voulez, on met tout en œuvre pour faire en sorte que le Parlement n'ait plus aucune utilité. Donc les Français le constatent.
Moi, ce que je revendique, c'est que, on doit avoir des parlementaires sur le terrain et qu'il ne faut pas réduire le nombre de parlementaires si on veut cette proximité de la démocratie. 2, il faut donner les moyens aux députés de travailler. Et 3, une fois qu'on leur a donné les moyens, il faut leur donner du travail, c'est-à-dire leur donner l'autorisation de faire des lois, de faire des propositions de loi. Et on viendra dans un régime parlementaire. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas du nombre de députés, mais c'est de savoir quel régime parlementaire pour la France. Allez, on va rester sur le plan national avec une autre mesure qui est annoncée par le gouvernement, et je sais qu'elle ne vous convient ni à l'un ni à l'autre. C'est la réduction de l'abaissement des vitesses maximales de circulation sur les départementales de 90 à 80. Vous avez l'un et l'autre été signataires d'une lettre au Premier ministre sur cette question. Jean-Pierre Barbier. Oui, on a été... moi, j'ai lu dans la presse de dire que les présidents de départements qui avaient signé cette lettre faisaient du populisme. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de la nécessité d'améliorer la sécurité sur nos routes. Et nous y consacrons chaque année des millions d'euros sur les routes départementales. Nos routes départementales sont sûres. Quand les routes départementales sont dangereuses, on abaisse la vitesse à 70 km/h. Ensuite, on regarde de ce qui se passe alentour, dans les autres pays. Le Danemark, qui a remonté sa vitesse de 80 à 90 km/h, a vu une baisse du nombre de tués sur les routes. En France, il y avait des expérimentations qui étaient en cours. On n'est pas allé au bout de l'expérimentation. Ce que nous demandons simplement au gouvernement, c'est de dire ne prenez pas une mesure dogmatique, ne prenez pas une mesure populiste pour le coup. Simplement, regardons la réalité des choses, travaillons sur les tronçons dangereux et arrêtons, excusez-moi, c'était une expression du général de Gaulle, arrêtons d'emmerder les Français. Jean-Marie Bernard. Écoutez, moi, j'ai proposé à mon conseil départemental dans 15 jours de prendre une délibération pour maintenir la vitesse à 90 km/h sur l'ensemble du réseau départemental. Simplement pour des raisons que Jean-Pierre Barbier a déjà évoquées. Mais il y a 48 heures, votre confrère de Dauphiné Libéré a fait une grande enquête sur les territoires haut-alpins pour identifier toutes les zones, tous les accidents, ceux qui sont mortels, ceux qui sont avec des blessés graves, ceux qui sont simplement des collisions légères. On s'aperçoit aujourd'hui de quoi ? Par exemple, sur 100 accidents recensés, il y en a 50 qui sont en agglomération, donc soit à Gap, soit à Briançon. Après, il y en a à peu près 30 qui sont sur des routes nationales très fréquentées. C'est la route nationale qui dessert Gap jusqu'à Briançon. Et puis voilà. Et puis sur les 2000 km de route départementale, il ne se passe quasiment rien, sauf des collisions de temps en temps, enfin, des fautes d'inattention. L'hiver, des collisions parce qu'il y a une voiture qui va au fossé parce qu'elle a dérapé sur la neige. Bon, donc tout ça est de nature à me convaincre de l'inutilité de ce qui est proposé d'une façon très générale par le gouvernement dans ce domaine-là. Mais du coup, on a parlé d'aménagement du territoire, de nombre de députés, là, de cet abaissement de la vitesse de circulation. Certains, vous le savez, font le reproche à Emmanuel Macron d'être un président des villes. Est-ce que vous avez aussi ce sentiment, vous, l'élu rural, je dis ça évidemment sans être péjoratif, des Hautes-Alpes? Non, mais ça me fait plaisir quand vous parlez de rural, parce que moi, je suis un paysan. Je suis un paysan parce j'ai les pieds... Moi aussi, ça tombe bien. Parce que les paysans, pour moi, ce sont des gens qui ont les pieds où il faut sur Terre. Alors, Macron... Macron, c'est un élu des villes ? Forcément, dans ce domaine-là, c'est un élu des villes, parce que c'est lui qui fait du populisme dans cette affaire-là. Plutôt que de dire on devrait consacrer une attention particulière sur des zones qui sont réputées dangereuses, parce que là, les zones accidentogènes, on les connaît, on devrait y apporter ensemble, c'est-à-dire l'État et peut-être les départements et les régions, pour faire des corrections sur l'infrastructure, pour amener des améliorations sur le réseau, mais pas à dire parce qu'on n'a pas de route. Mais aujourd'hui, ça veut dire sur une route de montagne sinueuse à 80 km/h, je vous rappelle quand même, c'est la vitesse autorisée pour les poids lourds. Bon, comment vous faites pour dépasser un poids lourd? Comment vous faites quand vous êtes de Grenoble pour la Gap pour dépasser des poids lourds qui vont rouler à 80 km/h? Déjà que l'infrastructure est un peu difficile à pratiquer, demain, c'est pas ça qui va réduire sûrement pas le nombre d'accidents sur ces infrastructures. Eh bien précisément, on va rester sur la route. On va évoquer cette nationale 85, cette départementale 1075. Vous êtes cette semaine à Grenoble à cette occasion. 2 axes majeurs entre Isère et Hautes-Alpes.
L'objectif de la réunion que vous avez cette semaine, c'est justement de voir quels sont les aménagements qui sont à faire pour améliorer la situation. On va commencer par la nationale 85, donc la route Napoléon entre Grenoble, Namur et Gap. Alors, c'est une nationale. Que viennent faire les départements dans cette affaire? Jean-Pierre Barbier. Si vous voulez, il y a deux axes pour aller entre Grenoble et Gap. Il y a deux axes routiers. Il y a soit la 85, qui est une route nationale, soit la départementale 1075. Aujourd'hui, la question est de se dire qui fait quoi. Deux solutions. Les deux départements se disent on va attendre que l'État améliore l'état de la 1085. Ça a longtemps été le cas. Ça a longtemps été le cas. Et j'ai peur que si on rentre dans cette attente, ce soit pour un certain temps. Tout le monde connaît les finances de l'État qui nous demandent de faire des économies. Mais qui, par contre, ne s'appliquent pas forcément les mêmes recettes. En tout cas, sur la 85, si on laisse le sujet à l'État, j'ai peur qu'on attende très longtemps. Moi, je préfère, et c'est le sujet d'échange que nous avons avec le département des Hautes-Alpes, qu'on aménage la 1075, parce que c'est une route qui est accidentogène, c'est une route qui est dangereuse, que le trafic principal de liaison entre Grenoble et Gap se fasse par la 1085 avec... par la 1075 Pardon, par la 1075. Donc c'est par Luce-la-Croix-Haute, pour être clair, voilà, vers le pays du Buèche. Avec, voilà. Tout ceci, on est d'accord pour faire des aménagements cohérents, concordants, pour que l'Isère aménage et que les Hautes-Alpes aménagent pour la partie qui est chez elle, et aussi une partie sur la Drôme quand même. J'ai rencontré la présidente de la Drôme pour la sensibiliser sur cet axe, même s'il n'est pas directement concerné. Voilà pourquoi on fait le choix, et c'est ce que nous proposons à l'État, de dire, plutôt que de continuer à mettre de l'argent sur la nationale, aidez-nous financièrement sur la 1085, où les deux départements et l'État, de manière coordonnée, on met le paquet pour faire en sorte que l'axe soit roulant. Mais ça veut dire qu'on oublie la nationale 85 alors? Non, il faut pas. C'est pas ça la finalité. Aujourd'hui, entre un itinéraire qui est de la compétence de l'État, la RN 85, et la 1075 qui nous concerne nous. Bon, tous les travaux, l'État a envisagé de mener cette réflexion sur l'aménagement à moyen et à long terme de ces deux itinéraires pour desservir, grosso modo, si on veut faire simple, le sud de Grenoble en direction de Gap, de Sisteron et puis de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de définir des priorités pour demain établir des programmations au travers des prochains contrats de plan, notamment, où les régions sont appelées, l'État et les départements. Donc sur la partie, j'allais dire, chacun sa maîtrise d'ouvrage. Donc l'État doit maintenir le patrimoine de la RN 85, de la route de Napoléon, parce que pour des véhicules légers, le département des Hautes-Alpes, quand vous êtes à Grenoble, pour mettre les pieds dans les Hautes-Alpes, vous ne faites pas 80 km sur la route de Napoléon. Tout de suite, on est d'accord. Et Corse, c'est pas à 80 km d'ici. Donc, il y a encore un intérêt quand même de maintenir ce patrimoine en état. Mais l'avenir pour les liaisons nord-sud entre Grenoble et le sud et la région Provence-Côte d'Azur, c'est bien la 1075 par le col de Luz, sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord. Et nous, on est d'accord, les départements, pour faire des aménagements cohérents en termes d'aménagement de la structure, mais cohérents aussi dans l'échéancier, dans le temps, pour qu'on fasse des choses qui sont rapidement sensibles et ressenties par les usagers. Quand on parle d'aménagement sur la 1075, c'est quoi? C'est des zones de dépassement, c'est des virages qu'on va couper, sécurisation des carrefours, zones de dépassement, toutes les zones accidentogènes. Et vraiment, une précision aussi, parce que pareil, quand on parle du ferroviaire, quand on émet des priorités, c'est pas qu'on abandonne complètement les autres sujets, c'est simplement de dire la priorité, pour le moment, pour les départements, c'est notre compétence, c'est la 1075. L'État, bien sûr, va continuer d'entretenir la 85 à son rythme, mais nous, notre priorité, c'est celle-là parce qu'on a la main dessus. Si je vous entends bien, messieurs, la 51, la fin de la 51, Grenoble-Sisteron, c'est bel et bien décidé, c'est enterré, on n'en parle plus. Écoutez, la 51, c'est un... Le président des Hautes-Alpes m'a dit oui avec la tête. Le président des Hautes-Alpes l'a dit. Moi, ce que je dirais simplement, est-ce que quand vous constatez la difficulté que nous avons à aménager la 480, quand on constate aujourd'hui que sur tous nos grands projets en France,
les réactions de refus qui ont lieu, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en France, on a la capacité de construire un barreau autoroutier encore? Moi, je vais vous dire, je ne le crois pas. Donc, il faut que l'on avance sur des solutions alternatives. La 51, moi je dis aujourd'hui, quand je regarde le contexte national des grands projets nationaux, tout est bloqué. Donc soyons réalistes. Moi j'ai une volonté de réalité et de travailler avec des échéances claires pour nos concitoyens. Jean-Marie Bernard? Oui, mais depuis 30 ans que l'on parle du projet de la 51 entre Gap, entre Sisteron et Grenoble, pour être plus généraliste, on s'aperçoit qu'il ne s'est rien passé. Donc aujourd'hui, se retrancher derrière le projet, parce qu'on l'a fait trop longtemps ça, se retrancher derrière l'éventuel projet de construction du barreau manquant de la 51, moi je pense que c'est faire preuve de faiblesse et de non-prise de responsabilité. Donc aujourd'hui, je dis que la 51, on ne la construira pas, le bout manquant. On peut le regretter, moi je suis le premier à le regretter. On avait l'occasion de le faire dans les années 90, on avait l'occasion. Ce sont les élus haut-alpins qui ont, pour beaucoup, fait capoter ce projet. Donc j'en assume la responsabilité, même si je n'étais pas à l'époque en termes de décision. Mais aujourd'hui, il faut se battre sur l'aménagement de notre réseau routier actuel, et puis ça suffira. Et puis Jean-Pierre Barbier, cet A51 a été sacrifié finalement pour obtenir l'aménagement de la 480. On n'a rien sacrifié du tout, si vous voulez. Moi, C'était pas le donnant-donnant ? Non. Ah non, pas du tout. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je fonctionne par principe de réalité. De dire, de toute façon, la 51, c'est pas un sujet d'actualité aujourd'hui. La 51, si on améliore le barreau, enfin, si on améliore la 1075, ce qu'on veut faire, on s'aperçoit quand même qu'on va améliorer très rapidement le trafic, parce que il y a 80 km sans autoroute, ou soit entre 60 et 80 km qui sont sans autoroute. Si vous améliorez la circulation sur cet axe, ça permettra d'avoir une voie ouverte sur le sud, ce qui paraît important. Alors les déplacements, on en parle encore, vous le disiez, pour aller de Grenoble à Gap, il y a 2 routes principales, mais il y a aussi une voie ferrée. Alors la ligne SNCF Grenoble-Veynes-Gap, c'est une ligne de montagne qui nécessite aussi de l'entretien, des travaux, 50 millions d'euros, dit la SNCF. Et les départements ont dit, c'est pas notre affaire, que la SNCF et la région se débrouillent. C'est bien ça, c'est résumé, Jean-Marie Bernard? Oui, c'est un bon résumé. Non, mais quand je vois que dans le contrat de plan actuel, moi, département des Hautes-Alpes, avec les difficultés que je rencontre, je suis obligé de participer aux travaux de rénovation de la voie ferrée entre Gap et Briançon. Et puis aussitôt qu'on a fait les travaux, on supprime les trains. Bon, il y a des moments où on se dit quand même, notre argent qui est si rare, on aurait peut-être pu le mettre sur nos routes, parce que nos routes, on a aussi besoin. Et puis derrière ça, il y a des conséquences qui font qu'on a du mal à faire passer l'information auprès de nos concitoyens. Moi, je considère que le patrimoine ferroviaire que nous avons sur cette ligne entre Veynes, parce que Veynes, c'est quand même l'épicentre de mon canton. Ah, c'est chez vous, oui. L'étoile de Veynes, c'est chez moi. Donc j'ai du mal à parler avec les cheminots aussi. Mais quand je leur dis, attendez, mais aujourd'hui, que ce soit l'État, la SNCF, les régions, qu'est-ce qu'on doit faire comme choix? Bon, donc le choix qu'on préconise, nous, avec Jean-Pierre Barbier, c'est de dire quand même, pour les Hautes-Alpes, on a une ligne importante, c'est Paris-Briançon. Et Paris-Briançon, ça passe par Valence. Et ça passe par le col de Luz-la-Croix-Haute. Et donc cette ligne, on veut la maintenir parce que le train de nuit, un des rares trains, ou bientôt le dernier train d'équilibre territorial, c'est Paris-Briançon. Donc il faut qu'on fasse des choix, enfin des priorités. Donc la priorité, nous l'avons mis de ce côté-là, sans pour autant dire qu'il faut faire un trait sur ce patrimoine ferroviaire entre Veynes et Grenoble. Jean-Pierre Barbier, ce n'est pas la priorité. Écoutez, d'abord 50 millions d'euros, soyons clairs, 50 millions d'euros, c'est les études. Travaux, c'est beaucoup plus. Ensuite, ce que nous avons dit, et de concert avec le président des Hautes-Alpes, c'est dire que nous, la priorité, c'est Grenoble, Lyon, Paris. Comme pour les Hautes-Alpes, la priorité, c'est Gap, c'est Briançon, Valence, Paris. Parce qu'aujourd'hui, les territoires veulent être en proximité de la capitale. On est encore sous un régime jacobin. Ce n'est pas nous qui le décrétons, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous voyez le rapport Duron,
qui oublie complètement toute notre région, alors que M. Duron a quand même rencontré le collectif de Grenoble-Gap-Veynes. Nous, ce que nous disons au département de l'Isère, moi, la ligne Grenoble-Gap-Veynes, j'ai aucun problème avec. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas notre priorité, ce n'est pas notre responsabilité. Allez, plus souriant, le patrimoine commun entre l'Isère et les Hautes-Alpes, c'est aussi le tourisme, les montagnes, la neige, une trentaine de domaines skiables dans chacun des deux départements. Alors on va voir quelques belles images qui vont nous donner envie d'aller profiter de la neige qui est tombée en abondance cet hiver. Avec une telle offre de stations, on se plaît à rêver des Jeux Olympiques. On se souvient que Gap avait été concurrente de Grenoble pour les Jeux de 2018. On peut imaginer une future candidature Isère-Hautes-Alpes pour accueillir un jour les Jeux Olympiques dans nos stations communes, finalement? Bon, voulez-vous l'annoncer aujourd'hui? Alors allez-y, la caméra est en face de vous. Non. Je plaisante. On peut tout imaginer. Mais aujourd'hui, ce sont des villes qui portent des candidatures. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ça serait cohérent d'avoir une offre plus globale Aujourd'hui, l'organisation des Jeux Olympiques nécessite l'implication de collectivités et les départements à eux seuls ne peuvent pas porter. C'est-à-dire il faudrait les départements, les régions, la coordination des stations. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste d'organisation de Jeux Olympiques. L'affaire me semble quand même compliquée sans avoir une ville-centre. Mais c'est vrai qu'on peut toujours rêver et après tout, pourquoi pas réfléchir à cette idée. Jean-Marie Bernard. On aura fait la fusion des départements avant de pouvoir dégager une candidature aux Jeux Olympiques. Mais moi, je me souviens très bien que... Et on a renouvelé ça il y a quelques mois, à l'occasion du cinquantenaire des Jeux Olympiques de Grenoble, quand la flamme olympique de Grenoble est venue avant les Jeux, elle est venue à Super Déouli. Moi, j'étais là, donc je m'en souviens comme... je n'avais pas de cheveux blancs, mais je m'en souviens très fortement. Bon, on reparlera sans doute à une autre occasion des mutations indispensables de nos stations. Je sais, Jean-Pierre Barbier, que le département travaille aux stations de demain. Mais... Il faut travailler aux stations de demain. Ce sera le sujet du Mountain Planet, le salon du ski et des stations en avril. Oui, il faut s'interroger. On en reparlera à ce moment-là. Un mot avant de se quitter sur le plan loup. Là aussi, on est en montagne. C'est aussi un sujet commun aux deux départements. Un plan qui a été porté par un Nicolas Hulot au gouvernement et qui prévoit d'arriver à 500 loups en France d'ici la fin du quinquennat. Il y en aurait aujourd'hui 360. Pour vous, Jean-Marie Bernard, c'est absolument impensable. Vous avez même suscité il y a quelques années une vraie levée de bouclier en disant l'État devrait primer les chasseurs tuant un loup. Et bien sûr, mais moi je continue à donner des primes à tous ceux qui me ramènent la queue d'un loup. Donc aujourd'hui, je persiste à dire que dans nos territoires de montagne, la priorité, elle est aux éleveurs et aux paysans qui habitent dans ces territoires et qu'on ne doit pas mettre à la charge des éleveurs des mesures pour se protéger des loups. En fait, La cohabitation est impossible. Nous, on considère que c'est le monde à l'envers. Mais parce que moi, je vis dans un territoire de montagne, je vois tous les jours des paysans, tous les jours, ils m'emmènent, y compris dans des bergeries, où les loups sont rentrés dans les bergeries. Bon, aujourd'hui, sur un plan simplement humain, c'est insupportable. Pour une famille, pour l'éleveur, pour sa femme, pour ses enfants, c'est insupportable, ce genre de choses. Mais quand le gouvernement annonce le renforcement des mesures de protection des troupeaux, vous dites c'est illusoire? Non, mais attendez, aujourd'hui, le gouvernement, dans les nouvelles mesures, c'est de dire, d'abord, il faut qu'on ait 500 loups. Bon, alors, si c'était moi qui les comptais, les loups, on n'aurait peut-être pas le même décompte que quand ce sont les agents missionnés par l'État. Bon, première chose. Deuxièmement, maintenant, on met à la charge des éleveurs de se protéger. Ils n'ont pas le droit de se défendre tant qu'ils n'ont pas mis en place des mesures de protection. Mais quand même, c'est quand même ça, le monde à l'envers. Donc aujourd'hui, moi, je suis un farouche défenseur des paysans et non pas du loup. Jean-Pierre Barbier, cohabitation impossible? Cohabitation impossible, si vous voulez. Moi, je partage l'avis du président des Hautes-Alpes sur le loup en disant simplement qu'on veut nous faire croire que la Convention de Berne nous impose la réintroduction du loup. C'est faux, parce que si on lit la Convention de Berne, on dit qu'on doit réintroduire le loup sur les zones où elle ne rentre pas en conflit avec le pastoralisme. Et aujourd'hui, on ne respecte pas la Convention de Berne. Je trouve inadmissible que des arguments comme ça soient employés parce que c'est tout simplement faux. Et quand M. Nicolas Hulot prône ce genre de choses, c'est une méconnaissance totale de l'agriculture de montagne, des difficultés des agriculteurs. Leur demander de se protéger ou les indemniser, c'est pas ça qu'on souhaite. Les gens souhaitent vivre de leur travail sans la peur au ventre, parce qu'aujourd'hui, le loup s'attaque à des bêtes, demain, il peut s'attaquer à des gens.
Enfin, c'est ce qu'on. Moi, j'ai l'image d'un cerf égorgé par des loups en Isère, à proximité d'un abribus, dans lequel il y a des scolaires. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Et je crois qu'aujourd'hui, le choix qui est fait par M. Hulot n'est pas un choix responsable. Merci, messieurs les présidents, pour ce survol de nos deux départements, Isère, Hautes-Alpes. Merci d'avoir été les invités du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités.